Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité et les titres. Comment rendre opérationnel le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises? Les cadres de la BCAO et les chefs d'entreprise se concertent. Objectif, donner une bouffée d'air frais au secteur. Le travail est-il le premier mari d'une femme? Une interrogation loin de faire l'unanimité. Deux points de vue s'affrontent avec le regard de la société. C'est le grand format de cette édition. Aux États-Unis, le président Donald Trump annonce l'imposition des droits de douane de 30% pour le Mexique et l'Union européenne, des droits qui entrent en vigueur le 1er octobre prochain. Quelles sont les raisons? La réponse dans cette édition. L'Iran s'est dit favorable à la reprise des discussions avec les États-Unis sur son programme nucléaire. C'est le chef de la diplomatie iranienne qui l'annonce, mais Téhéran pose une condition, laquelle Lassana Keïta répondra. Entre Paris Saint-Germain et Chelsea, qui sera le vainqueur de la première Coupe du Monde des clubs? La réponse à l'issue de la finale prévue ce soir à 19h, temps universel à New York, aux États-Unis. Si vous avez des difficultés à uriner, vous souffrez peut-être de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pour avoir l'équerre net, il devient urgent de faire des analyses urologiques. Le Focus Santé de ce dimanche se penche sur la pathologie. C'est tout pour les titres. C'est une problématique qui coupe le sommeil aux acteurs évoluant dans les petites et moyennes entreprises, à savoir les difficultés liées au financement de leurs activités par les institutions financières telles que la BCAO. Les dispositifs mis en place par cette dernière peinent à fonctionner et restent méconnus par bon nombre d'acteurs, d'où une rencontre d'information et de sensibilisation suivie par Ibrahim Kaoukonati. Comment relancer le dispositif de soutien au financement des PME? C'est tout le sens de cette rencontre entre les chefs d'entreprise et les cadres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Ibrahim Khalilou Sako, vice-président du CNPM. L'exercice qui nous réunit porte sur le dispositif de soutien au financement des PME, dispositif qui, au passage, il faut le dire, est un instrument communautaire de l'UMOA, piloté par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et mise en application par les établissements de crédit dans l'optique de pallier les difficultés d'accès au financement des entreprises, notamment les crédits à moyen et long terme. Barema Bokoum, directeur national de la BCAO. Ça répond vraiment à nos objectifs de sensibilisation et de dissémination des informations autour de ce dispositif qui, nous l'espérons, permettra de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises au Mali et de profiter pleinement des nouvelles lois qui ont été prises par les autorités dans le cadre du développement du contenu local. Le manque du dialogue ainsi que les difficultés d'accès au financement freinent le bon fonctionnement du dispositif. Aïssata Djakité, chef d'entreprise participante. En fait, actuellement, ce dispositif est au Mali depuis plusieurs années. Malheureusement, c'est assez scandaleux quand on compare les résultats du dispositif au niveau du Mali et dans les pays de la sous-région. Ça n'a pas du tout bougé au Mali. Les banques, notamment les institutions financières, n'ont pas pu financer et accompagner les entreprises. Malgré les outils que la BCAO a mis à leur disposition, ça, ce n'est pas du tout normal. Cheikh Oumar Sow, DGA APEJ, participants. J'ai dit, le problème, c'est le dispositif. Il faut que la Banque centrale écoute les structures d'appui et d'encadrement et les banques. C'est suite à ces écoutes-là, peut-être que ce dispositif va être amélioré. Parce qu'ils ont tendance à croire que ce dispositif est un bon système, est un bon dispositif, et ils veulent venir pour appliquer. Et la preuve, et même ils reconnaissent depuis 2018, jusqu'à aujourd'hui, le dispositif est boiteux. Alors, ce n'est pas pour rien. La forte implication des structures d'appui et d'encadrement pour mieux former les demandeurs de fonds, l'accès rapide et efficace et le dialogue permanent sont autant de recommandations qui ont sanctionné les travaux. En attendant de concrétiser ces recommandations des chefs d'entreprise, celles formulées par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation, se mettent en œuvre, notamment la révision de la charte de la transition. Après son adoption par le Conseil des transitions, le texte a été promulgué le 8 juillet dernier par le chef de l'État. La charte révisée instaure une transition de 5 ans renouvelable. Le reste nous est raconté par Garibou Pérou.
Promulguée le 8 juillet 2025 par le chef de l'État, la nouvelle mouture de la charte de la transition se présente désormais comme la boussole politique et institutionnelle. Révisée et enrichie, elle porte les marques d'une volonté de replacer la République sur les rails de l'ordre constitutionnel et cela dans le respect de sa souveraineté et de sa dignité retrouvée. Souleymane D, président de la commission loi du CNT. Elle a été modifiée une première fois, cette charte, promulguée le 25 février 2022. Et elle vient de subir une deuxième révision promulguée le 8 juillet 2025. Cette charte, elle est l'émanation du peuple souverain du Mali. Ce document est le fruit d'une concertation nationale et d'un dialogue approfondi avec les forces vives du pays. Aujourd'hui, le contexte a voulu que la charte soit modifiée pour prendre en charge l'évolution politique actuelle. Vous savez que depuis le 22 juillet 2023, le Mali a basculé dans la 4e République. Et la charte qui était à l'époque adossée à la constitution de la 3e République devait forcément muter pour s'adosser à cette constitution de la 4e République. Parmi les amendements, l'article 1er, jusqu'ici préambulaire, a été reformulé et fusionné à celui de la Constitution, conférant ainsi à la charte une portée juridique. À la charte de 2020, vous avez un préambule qui avait été écrit par les forces vives de la nation. Et ces mêmes forces vives de la nation ont décidé à ce que les deux préambules et de la Constitution et de la charte s'évalent et se confondent. Donc c'est ce qui a été fait. L'article 4, dans sa nouvelle version, ouvre la voie à une flexibilité politique. La durée de la transition pourra être écourtée si les conditions à l'organisation d'une élection présidentielle sont réunies. L'article 4 fixe la durée de la transition désormais à 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu'à la pacification, bien entendu, du territoire national. Cet article ne parle nullement du président de la transition. Cet article parle de la durée de la transition. Dans 1 an, dans 2 ans, peut-être même dans quelques mois, ce pays pourra connaître une amélioration notoire en matière de sécurité. Et il appartiendra aux autorités de la transition à ce moment de fixer un calendrier pour les élections à venir. Mais c'est l'article 9 qui introduit la rupture la plus significative. Le président de la transition devient désormais éligible à l'élection présidentielle ainsi qu'aux autres scrutins généraux. Le président de la transition qui émane de cette charte, tout comme les conseils nationaux de la transition qui émanent de la charte, ne peuvent rien faire d'autre que bien sûr d'aller dans ce sens. C'est ce qu'on appelle un processus lié en matière juridique. Le processus est dit lié une fois que l'entité qui est à l'origine du texte majeur est la même qui nous demande à nous d'aller dans tel ou tel autre sens. L'article 13, quant à lui, repense la structuration de l'organe législatif de la transition dans une logique de rationalisation et d'efficacité. L'article 13 de la charte qui aujourd'hui non seulement retrace les compétences du Conseil national de transition, mais cet article 13 reprend la composition du Conseil national de transition sur proposition du président du Conseil national de transition. Ce n'était pas le cas dans, bien sûr, la charte de 2020 et modifiée en 2022. Et l'article 25, qui est aussi important dans la charte et de 2020 et modifiée en 2022, qu'en cas de contrariété, c'est la Constitution qui l'emporte sur la charte. Cette fois-ci, ça a été dit. Mais en 2020 et en 2022, il était bien dit qu'en cas de contrariété entre la charte et la Constitution, c'est la charte qui l'emportait. Vous avez désormais dans la nouvelle charte promulguée, on ne fait plus mention du CNSP, on ne fait plus mention du M5-RFP, on ne fait plus mention des partis politiques, on ne fait plus mention des groupes armés. En vigueur depuis le 8 juillet 2025, cette charte révisée ne saurait être réduite à une formalité administrative. Elle cristallise les aspirations collectives à une refondation politique. Hors des frontières maliennes, en Guinée, Mamadou Bari a parcouru plus de 8000 km avec sa bicyclette pour faire son pèlerinage à la Mecque. Il a quitté Conakry le 6 mai 2024 et arrivé en Arabie Saoudite le 3 février 2025. Ce périple l'a amené à traverser plusieurs pays d'Afrique. Ce jeune Guinéen de 28 ans a pu surmonter des embûches pour atteindre son objectif, celui d'avoir pu voir l'Aqaba. Au Sénégal, un candidat sur 5 a obtenu le baccalauréat général dès le premier tour. Sur un total de 156 050 candidats qui ont passé les épreuves, moins de 33 000 ont décroché. Des résultats jugés très faibles par les acteurs de l'éducation nationale qui exhortent l'État à prendre ses responsabilités pour procéder à une refonte totale de l'instruction scolaire au Sénégal. Les résultats globaux du bac 2025 devraient être disponibles la semaine prochaine. En Centrafrique, les élections locales et municipales sont à nouveau reportées. Initialement prévues le 31
21 octobre prochain. Ce scrutin sera finalement couplé avec les élections législatives et présidentielles prévues en décembre 2025. L'annonce a été faite vendredi par le Premier ministre lors d'une réunion du comité stratégique d'appui au processus électoral. Le gouvernement justifie ces reports par le retard accusé dans la mobilisation des fonds, mais aussi des aspects techniques et organisationnels. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud est en visite à Turquie. Il a rencontré vendredi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Sécurité, développement et lutte contre le terrorisme ont dominé leurs échanges. Le président Erdogan a réaffirmé le soutien de son pays à la lutte de Mogadiscio contre les Chebabs et l'intérêt de la stabilité dans la corne de l'Afrique. En Sierra Leone, la nouvelle loi sur les droits de l'enfant divise. Le texte voté début juillet par le Parlement n'interdit pas explicitement les mutilations génitales féminines chez les mineurs. Une omission grave selon la Commission nationale des droits humains. La Cour de justice de la CEDEAO a condamné le 8 juillet dernier la Sierra Leone pour n'avoir pas protégé une victime de mutilation. Aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé hier l'imposition du droit de douane de 30% pour le Mexique et l'Union européenne. Ces droits de douane entrent en vigueur le 1er octobre prochain selon le locataire de la Maison-Blanche. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Brahma Traoré. Quelles sont les raisons invoquées par le président américain? La décision de Donald Trump d'imposer de nouvelles taxes douanières de 30% sur les importations en provenance du Mexique et de l'Union européenne repose principalement sur sa volonté de protéger l'économie américaine et de répondre à ce qu'il considère comme des pratiques commerciales déloyales ou déséquilibrées. Plus précisément, cette mesure s'inscrit dans une stratégie visant à obtenir des concessions lors des négociations commerciales. Trump a plusieurs fois exprimé son objectif de réduire le déficit commercial des États-Unis et de s'attaquer aux politiques qu'il perçoit comme injustes ou nuisibles, notamment en ce qui concerne l'immigration, les relations avec le Mexique, ainsi que la défense des intérêts de l'industrie américaine face à des partenaires qu'il accuse de bénéficier de pratiques avantageuses. Donald Trump a intensifié ses mesures en mai dernier en portant le taux à 50% en signe de pression supplémentaire lors des négociations qui n'avançaient pas comme il le souhaitait avec l'Union européenne. Initialement prévue pour le 1er juin, l'entrée en vigueur de cette hausse a été finalement reporté au 1er août. Cela démontre que Trump cherche à accélérer ou à forcer des concessions lors des négociations en cours en utilisant ces surtaxes comme levier de pression. Brahma Traoré. Oui, Mohamed Sangaré, le Mexique et l'Union européenne n'ont pas tardé à réagir à cette mesure de Donald Trump. Oui, tout à fait. L'annonce d'une nouvelle taxe douanière a été communiquée au Mexique lors des négociations avec les États-Unis. Il considère cette mesure comme un traitement injuste. La présidente mexicaine Claudia reste optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord permettant d'obtenir de meilleures conditions avant la date d'entrée en vigueur de la taxe fixée au 1er août. Le Mexique est particulièrement vulnérable car 80% de ses exportations sont destinées aux États-Unis. Donald Trump accuse le Mexique de ne pas faire suffisamment contre l'immigration illégale et le narcotrafic. Concernant l'Europe, celle-ci a vivement critiqué la décision d'imposer des droits de douane de 30% sur ses exportations, estimant que cela perturberait les chaînes d'approvisionnement transatlantiques. Ursula von der Leyen a souligné que ces mesures nuiraient aux entreprises, aux consommateurs et aux patients des deux côtés de l'Atlantique. L'Union européenne reste disposée à négocier un accord jusqu'au 1er août tout en se préparant à prendre des contre-mesures proportionnées si nécessaire. En tout cas, Brahma Traoré, Donald Trump a averti qu'en cas de mesures de réplique de la part de l'Union européenne, notamment l'imposition de surtaxes sur les biens américains, le pourcentage de taxes pourrait être encore augmenté, s'ajoutant aux 30% initialement annoncés hier pour les produits européens entrant aux États-Unis. Merci Mohamed Sangaré pour toutes ces informations, un dossier que vous allez suivre certainement pour Mali Actualité.
L'Iran décide de reprendre des pourparlers avec les États-Unis sur son programme nucléaire. C'est son ministre des Affaires étrangères qui l'affirme. Mais la reprise des discussions est liée à une condition. Bonjour Lansana Keita. Bonjour Bourama Traoré. Quelle est cette condition posée par Téhéran pour entamer ces discussions avec Washington? Il s'agit pour l'Iran d'obtenir des garanties par rapport à la cessation des attaques contre leur territoire avant de dialoguer avec Washington. L'information a été donnée, vous l'avez dit, par le chef de la diplomatie iranienne. Il affirme que son pays était disposé à reprendre les pourparlers sur le nucléaire, mais la condition sine qua non est cette garantie de cessation des hostilités de la part des États-Unis contre l'Iran. Nous avons toujours été prêts à discuter de notre programme nucléaire et nous le serons encore à l'avenir. Mais naturellement, nous devons être assurés que si les négociations reprennent, elles ne déboucheront pas sur une guerre de la part des États-Unis ou d'autres pays, a déclaré Abbas Araghchi. On se rappelle, l'Iran a suspendu sa coopération avec l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU après les attaques iraniennes, israéliennes et américaines. Le ministre iranien des Affaires étrangères a fait savoir que toute inspection de l'agence devrait être effectuée en fonction des préoccupations de l'Iran en matière de sécurité ainsi que de la sécurité des inspecteurs. Il a déclaré que le risque de prolifération de matériaux radioactifs est élevé. Le risque d'explosion des munitions issues de la guerre est grave. Enfin, il a réitéré la position de l'Iran sur la nécessité de poursuivre l'enrichissement de l'uranium sur son sol. Donald Trump, quant à lui, a insisté sur le fait que cela ne pouvait pas se produire. Les renseignements américains et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont estimé que l'Iran n'avait plus de programme d'armement nucléaire organisé depuis 2003, bien que Téhéran ait enrichi de l'uranium jusqu'à 60%, ce qui constitue une courte étape technique par rapport aux 90% d'uranium utilisé pour la fabrication d'armes. Bourama Traoré. Et merci Lansana Keita pour toutes ces précisions. Enfin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un assure le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov de son soutien inconditionnel dans la guerre contre l'Ukraine. Il juge certaine la victoire de Moscou dans ces conflits. C'est ce qu'ont rapporté ce dimanche les médias officiels de Pyongyang. Retour ici au Mali. Le travail est-il le premier mari d'une femme? Vous avez certainement des positions différentes, mais l'unanimité semble se faire autour de trois choses. Le travail éloigne de nous l'ennui, les vices et le besoin. Comme le dit éloquemment l'écrivain français Voltaire, si certaines femmes vont jusqu'à retarder leur mariage en vue de trouver un boulot stable, d'autres se mettent en couple dès que possible et considèrent le travail comme une opportunité d'épanouissement de la douce moitié de l'homme. Deux points de vue s'affrontent avec le regard de la société dans les grands formats de cette édition. Signé Amida Mele. Le mariage est une étape très importante dans la vie d'une personne. Mais Marie Toutera, mariée depuis 6 ans, semble regretter son choix. Pour cette femme âgée d'une trentaine d'années, le travail devrait être son premier mari. Vraiment, moi, je suis parfaitement d'accord quand on dit que le travail est le premier mari de la femme. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours conseillé à mes petites sœurs. Quand je me suis mariée, j'ai laissé mon premier travail pour les beaux yeux de mon mari. Une femme, quand elle travaille, amie, elle est automatiquement respectée dans son foyer. Et elle a toujours son mot à dire. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Le travail permet de s'épanouir socialement d'abord et empêche de poser des actes destructeurs du fait de la nuit. Mariam Sissoko et Nana Koulibaly, des étudiantes en licence, ont décidé de retarder leur mariage au profit d'être d'abord professionnellement stables. Le travail est tout d'abord l'épanouissement de la femme en fait, que ce soit dans le mariage ou hors du mariage. Le travail, c'est l'arme de guerre de la femme parce qu'aucune personne ne peut satisfaire tous les besoins financiers d'une personne. Bon, quand tu n'as pas de source de revenus, tu ne travailles pas. Ça va être difficile d'affronter ton mari. Tout d'abord, le travail permet à la femme d'être indépendante psychologiquement. Elle n'aura besoin d'aucune aide extérieure pour lui venir en aide. Quand elle n'est pas une charge pour aucune personne, cela va amener à ce que les gens la respectent. Et ce respect-là, moi je pense que c'est le travail qui peut donner ça à une femme. En revanche,
Madame Touré Adjaratou Sissé est contre l'expression « le premier mari d'une femme, c'est son travail ». Pour cette infirmière, le travail est juste un facteur d'épanouissement. Le travail pour une femme est une nécessité, mais pas au point de le considérer comme son premier mari. Le premier mari de la femme, c'est l'homme à qui elle a dit oui, devant les hommes et devant Dieu. La femme travaille que pour avoir son indépendance financière. Dans notre société, l'homme est chargé de la femme en fait. Tu as beau considérer le travail comme ton premier mari, si ton vrai mari t'appelle, tu rappliques direct. Il y a de ces femmes qui ont du travail, qui ont tout, mais elles sont à la recherche d'un mari. Selon Madame Diarra Atousamake, commerçante, l'homme et la femme sont complémentaires. À ce titre, le travail ne peut point être considéré comme le premier mari de la femme. Le travail ne peut pas être le premier mari de la femme. On le dit juste pour encourager la femme à travailler, pour aider son mari et se prendre en charge. Le travail, premier mari de la femme. Ce point de vue est-il partagé par la religion musulmane? Nous avons posé la question à l'imam Hamidou Diallo. Le travail ne peut pas être le premier mari d'une femme. Le premier mari d'une femme, c'est son honneur, c'est sa dignité. Le Coran nous dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, le verset 33, Dieu nous dit par rapport aux femmes, il dit « Restez dans vos foyers ». Mais l'islam n'est pas contre le travail des femmes, non. Par rapport au mariage des enfants qui ont l'âge de se marier, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, il dit « Oh les jeunes, quand vous avez l'âge de vous marier, il faut vous marier. » Mais il n'est pas obligé à la femme de se donner un objectif de travailler avant de se marier. Au cas du mariage, dans les avis des juristes musulmans, les fuqaha nous disent il est obligatoire, le garçon, une jeune fille, de se marier quand il a l'âge de se marier et puis il est en bonne santé, et puis quand le garçon a les moyens de se marier. Et en quatrième position, s'il ne peut pas se priver de commettre les interdits hors mariage, donc il est obligatoirement pour ce jeune garçon de se marier. La fille aussi, quand elle a l'âge de se marier, elle est en bonne santé et elle ne peut pas se priver de commettre des interdits, commettre les actes hors mariage, obligatoirement à cette jeune fille aussi de se marier. La société malienne perçoit le sujet sous divers angles. Le travail, premier mari de la femme, est une culture occidentale importée au Mali. Selon Moustapha Kirankoya, sociologue. L'assertion selon laquelle le travail est le premier mari d'une femme, l'aîné du capitalisme occidental, qui pense que la femme doit jouir les mêmes droits que l'homme en matière de travail, vouloir transposer ça ici en Afrique, qui a justement ces réalités historiques, culturelles, socio-anthropologiques, c'est suivant créer ce qu'on appelle une sorte de défachage en termes de congruence culturelle, de congruence du point de vue religieux. La femme, en réalité, elle peut travailler, mais elle ne doit pas exclusivement rester à spéculer sur l'impératif de son emploi avant de songer au mariage. Le mariage demeure cette institution qui confère à la femme toute sa valeur et également son identité sociale. Dans un pays à forte tradition comme le Mali, retarder son mariage pour trouver un emploi pourrait-il impacter la vie d'une femme? La question est posée et chacun a certainement sa réponse. Du terrain du mariage, nous partons sur celui des sports. L'actu des sports, la finale de la première Coupe du monde des clubs se joue ce dimanche à New York aux États-Unis. Elle oppose Paris Saint-Germain à Chelsea. Sur le continent, la Coupe d'Afrique des Nations féminines se poursuit au Maroc. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. CAN féminine Maroc 2024, les Aigles dames du Mali joueront bien les quarts de finale de la compétition. C'est là après le verdict du groupe A ce samedi. Le Maroc a battu le Sénégal par 1-0. La Zambie est venue aussi à bout de la République démocratique du Congo par 1-0. Ainsi, le Maroc termine en tête du groupe A avec 7 points plus 3, devant la Zambie 7 points plus 2. Le Sénégal occupe la 3e place avec 3 points, ce qui garantit au pire des cas l'une des 2 meilleures 3e places au Mali qui compte 4 points déjà dans son compteur pour être au prochain
tour. Le dénouement du groupe B sera connu ce dimanche à l'issue des rencontres Nigeria contre Algérie et Tunisie contre Botswana. La phase de groupe prendra fin demain lundi avec les affiches Afrique du Sud au Mali et Tanzanie-Ghana à 19h. Toujours en football féminin, la 5e journée du carré d'as du championnat national du Mali se joue ce dimanche 13 juillet 2025. Les oppositions sont ISFAS Amazon de la commune 5 et Super Lyon AS Mandé. Une 5e journée qui pourrait s'avérer déterminante pour la course au titre des champions du Mali 2025. En effet, si l'ISFAS remporte son match et que l'AS Mandé ne s'impose pas, les militaires seront champions du Mali 2025 quelques jours après avoir remporté la Coupe du Mali. À l'issue de la 4e journée, l'ISFAS occupe la première place avec 9 points. L'AS Mandé est 2e à 7 points. Les Amazones de la commune 5 sont en 3e position avec 6 points. Les Super Lyon occupent la dernière place avec un petit point au compteur. On continue toujours avec le football, mais cette fois chez les hommes, la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA arrive à son apogée. Le bouquet final mettra aux prises ce soir à 19h le Paris Saint-Germain et Chelsea. Après un tournoi inédit rassemblant les meilleurs clubs de chaque continent, cette affiche de la finale promet d'être historique. C'est d'ailleurs la première fois depuis mars 2016, en 8e de finale de la Ligue des champions d'Europe, que les deux équipes vont se croiser en compétition officielle. Le PSG était sorti vainqueur de cette double confrontation, 2-1 à l'aller et 2-1 au retour. Un bon présage avant cette ultime rencontre d'une saison 2024-2025 déjà historique pour les Parisiens. Cette édition du Mondial des clubs organisée aux États-Unis marque un tournant avec un format élargi et une forte médiatisation mondiale. La finale se jouera au MetLife Stadium situé dans le New Jersey aux États-Unis en présence du président américain Donald Trump, a confirmé Gianni Infantino, président de la FIFA, dans une conférence de presse jeudi dernier. Focus Santé. Si vous avez 45 ans et plus, cela vous concerne particulièrement. Soumettez-vous aux analyses urologiques pour éviter l'hypertrophie bénigne de la prostate, une pathologie qui provoque des difficultés à uriner et change aussi la fréquence d'urine chez les personnes touchées. Deux solutions s'offrent aux patients, un traitement médicamenteux ou une intervention chirurgicale. Explications et conseils dans Focus Santé, signé Koumba Sissé. La prostate, c'est une glande masculine, c'est les hommes seulement. Si l'on croit le professeur Mamadou Lamine Diakité, chirurgien à l'hôpital du Point G, avec l'âge, cette partie de l'appareil génital de l'homme prend du volume et provoque une hypertrophie bénigne de la prostate. Non cancéreuse, la pathologie se manifeste par des problèmes urinaires. Professeur Mamadou Lamine Diakité, chirurgien urologue à l'hôpital du Point G. Lorsque la prostate est hypertrophiée, elle va comprimer cette urètre, ce tuyau, et empêcher l'urine de sortir. C'est des patients qui vont aller uriner plusieurs fois parce que l'urine est bloquée, ils n'arrivent pas à vider sa vessie en une fois. Soit c'est des patients qui n'arrivent pas du tout à uriner jusqu'à ce que l'urine est bloquée. Donc quand le patient vient consulter avec ces signes, nous allons examiner la prostate, qu'on appelle le toucher rectal, et c'est à travers ça qu'on se rend compte que la prostate a augmenté de volume. Et on peut demander une échographie. Sinon, le poids normal, c'est autour de 20 grammes. Selon le médecin, quand le patient présente des signes mineurs, il est mis sous traitement médicamenteux. Mais en cas de complications, il faut une intervention chirurgicale. Professeur Mamadou Lamine Diakité. Lorsque les médicaments n'arrivent plus à soulager le patient, malgré qu'il prend des médicaments, il se lève plusieurs fois la nuit, même en prenant le traitement, où l'urine est totalement bloquée, où on a fait l'échographie, on trouve d'autres signes associés qui est dû à la prostate. On propose maintenant un traitement chirurgical. Actuellement, c'est l'endoscopie, ce que les gens appellent communément laser. En fait, avec un appareil, là, on ne fait pas d'incision, on ne fait pas de plaie. Avec un appareil qui est branché à un écran, on rentre et on va au niveau de la prostate et trouver la prostate et puis gratter la prostate et le faire sortir en petits copeaux. Le malade fait 3 jours à l'hôpital. Après, on enlève la sonde, il est guéri. Pas de plaie, il n'y a pas de pansement à faire. Un patient bénéficiaire de cette intervention moderne à travers le laser a été opéré avec succès. Son témoignage: J'ai 75 ans. J'avais des difficultés à uriner. Quelques jours après, je n'arrivais plus à me soulager. Le CSCOM de notre village m'a transféré au Point G. Les médecins m'ont opéré. Dieu merci, j'ai fait mes besoins sans problème.
L'hypertrophie bénigne de la prostate est la première cause de consultation à l'urologie du CHU du Point G. Si sa prise en charge n'est pas effectuée, les problèmes urinaires persistent et mettront en cause les reins et la vessie. Donc, il est conseillé aux hommes âgés de 45 ans et plus de faire des consultations urologiques. Page noire de cette édition, notre collègue Idrissa Ouedraogo, Titi pour les intimes, prompteur à OTM 1, est décédé hier soir à Bamako à la suite d'une maladie. Celui qui vient de nous quitter était surtout apprécié par son humanisme et sa disponibilité à servir les autres. Preuve depuis plus de 20 ans, il préparait ici à Bozola le repas de rupture pour ses collègues pendant le mois de Ramadan. Malgré ses obligations professionnelles, cet altruiste s'est toujours acquitté de ses tâches qu'il s'est lui-même imposé sans attendre aucune récompense. En 2023, la rédaction du journal Parler lui avait rendu hommage pour un geste humanitaire que tout le monde n'accepterait pas d'accomplir. À l'époque, voici ce qu'il nous avait confié. La rédaction ici, c'est une famille. C'est venu un jour comme ça, c'était moi qui était le plus jeune. Et donc, on avait décidé de faire la rupture ensemble. Et donc, qui devrait faire ces trucs-là, c'est le plus petit. Donc, j'étais le plus petit, alors j'ai commencé à rassembler, à aller payer les bols, machin, commencer à préparer. Et je suis un moussi. Et qui dit moussi, dit travailleur intègre. J'ai hérité ça depuis le bas âge. Il n'y a pas de tâche féminine ni de masculine. Non. Je fais plus que ça. Ça, c'est ce que je fais ici. Mais dans ma famille, ce que je fais, c'est plus que ça. Je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas pour qu'on me donne de l'argent. Non seulement, je vais avec ma moto, je mets mon essence, et je vais les chercher souvent même pour prendre de l'argent avec eux, pour ne pas les oublier, aller payer, et je reviens pour les remettre. Si je faisais pour l'argent, j'avais déjà bouffé de cet argent, beau bien attendre que Dieu me paye. Moi, je pense que c'est plus rentable que ce qu'eux vont me donner. C'est une fierté. Moi, je le fais pour faire plaisir à mes collègues. Oui, et des collègues qu'il a tant aimé et tant servi lui rendre cet après-midi un dernier hommage lors de ses obsèques prévues à 16h à Dar Salam, près de la grande mosquée. Nous prions pour le repos de son âme. Ainsi va la vie, ainsi va l'actualité en ce dimanche 13 juillet 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly et au micro Bourama Traoré. Merci à Lassna Keita qui m'a aidé à la préparer. Lassna Keita que vous allez trouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.